Bonjour Romain Lemaire, Bonjour. merci de nous accueillir et de bien vouloir répondre à quelques questions sur votre manga Everdark qui paraît chez Pika Édition. Pas de souci. Alors Romain, est-ce que tu pourrais présenter à nos auditeurs ton parcours artistique? Comment est-ce que tu as débuté dans le manga? Comment j'ai débuté? Ouais. Bon, on va revenir à la base. Bah, déjà, le dessin, c'est une passion qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit. Donc, voilà aussi, je pense qu'à partir de 6 ans, je devais avoir des petits crayons, je commençais à dessiner. Après, durant le parcours scolaire, collège et lycée, j'ai eu la chance d'avoir de bons professeurs qui m'ont appris la technique très tôt. Et après, fac, j'ai fait 2 ans d'anglais, 2 ans d'art plastique. Donc, voilà aussi, j'ai fait un truc rien à voir. Et c'est durant la quatrième année de la fac, en fait, que Renaud est venu me débaucher pour travailler en tant qu'assistant sur Dreamland. Et moi, à côté, voilà, avant qu'il me demande de travailler pour lui, bah, je me demandais en fait ce que je voulais faire, soit de l'illustration, soit de la BD. Donc voilà, je testais mettre des petits storyboards, mais vite fait. Et c'est en bossant vraiment pour Renaud que j'ai su déjà quel format je voulais pour raconter mes histoires. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était raconter des histoires, faire de la BD. Que voilà, l'illustration, je t'ai passé, je dis non, je veux vraiment raconter mes propres histoires. Et je me tâtais aussi d'aller dans des écoles, genre Émile Cole, les Gobelins et tout. Et voilà, je ne serais pas allé bosser pour Renault, je pense que j'aurais fait peut-être une école. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, c'est ce que je dis aux petits jeunes qui veulent faire ce boulot. Euh, mais après, voilà, assistant sur Dreamland de 2006 à 2013-2014, ça a beaucoup aidé, ça m'a appris beaucoup de choses. Et en parallèle, j'avais le temps, voilà, parce que voilà, Dreamland, quand je bossais dessus, c'était comme un mi-temps, j'avais un petit peu le temps à côté. J'étais encore chez ma mère, de bosser ben voilà, mon projet éditeur, le dossier. J'ai vraiment eu le temps voilà, de façonner mon univers. Et puis c'est un univers que je traîne depuis des années, donc quand même. Dans le manga en tout cas, mais est-ce que tu aurais pu sortir du manga pour aller plutôt dans la BD classique? Ça aurait pu être de la BD classique, mais quand j'ai storyboardé en fait en format franco-belge, par exemple, la limitation de pages, en fait, moi, il y en a qui sont très bons pour raconter, voilà, ils maîtrisent vraiment le format franco-belge, le découpage, ils arrivent à maîtriser. Moi, j'arrivais pas déjà sur ce format-là. J'étais frustré même s'il y a des formats hybrides, mais c'est vrai que je faisais des storyboards sur 50, 60 pages et j'arrivais pas en fait à faire mes cuts comme je le voulais, raconter. J'avais l'impression voilà, de pas maîtriser ce format-là et de raconter des choses qui m'intéressent en tout cas. Donc après, quand j'ai testé le format de 100 pages, le chapitrage, après, la liberté qu'on a par rapport au japonais aussi, c'est qu'on n'est pas dans des magazines de prépublication, donc on n'a pas à faire des chapitres de 20 pages. Moi, vraiment, je fais en fonction de la narration, ben là, mon chapitre il fait 30 pages, j'ai fait 30 pages. Si je fais un cut, ça va couper dans la narration. J'ai des chapitres qui font 60 pages, 70 même. Donc c'est vraiment cette liberté, vraiment, une fois qu'on y a goûté, c'est sûr que c'est difficile de revenir à un format plus restreint. Mais après, c'est beaucoup plus de travail, Oui. surtout quand on est seul. Parce qu'en franco-belge, ça dépend comment, des fois on se met d'accord, on travaille, mais il y a un scénariste, un coloriste, des fois plusieurs dessineux, donc ça dépend. Mais c'est vrai que quand on doit tout gérer tout seul, waouh, l'avalanche de boulot qu'il y a, ça va. Et encore en m'aide pour les couleurs. Une amie qui fait de la franco-belge, justement, qui s'appelle Lena Seafou, me fait les, Les couleurs pour chaque tome. quand la couverture sera elle tout le temps, la page de garde en général, pour le 2 c'est moi qui l'ai faite, et le 2 les pages c'est Renaud qui les a faites, les 8 pages couleurs. Donc, si vous êtes attentif à la fin du 2 il est crédité, il y a Renaud Lemaire pour les couleurs, mais ouais, là ça il est venu en aide parce que Léna elle a tellement de taf aussi qu'elle n'a pas le temps de bosser des fois sur mes couleurs. Donc voilà, elle m'aide quand elle a le temps, et là sur les prochains tomes en fait, voilà, on a un feuillet de 8 pages couleurs, mais il peut très bien ne pas y avoir 8 pages couleurs, genre on va avoir 3 pages en couleur et les restes elles sont en trame. Voilà, ça sera aussi à l'efficacité, selon le temps qui me reste et qui lui reste. Donc voilà, mais quand même quelques petites pages couleurs en début de tome, ça peut être agréable, ne serait-ce que pour une belle illustration pour le lecteur et tout. Donc voilà, ça sera par rapport au temps qui restera. On va revenir sur la partie technique, mais vous êtes ici à Japan Expo pour présenter donc le tome 3 de Everdark qui vient de sortir. Alors, bah en fait, Everdark, vous rentrez dans un monde en fait qui est très, on va dire, pas apocalyptique, même si dans le tome 1, en fait, vous êtes sur une sorte de pilier central. La Terre qui est en dessous est devenue inhabitable. Mais justement, comment pourriez-vous décrire aux nouveaux lecteurs le monde de Everdark? Surtout à tous ceux qui n'ont pas encore découvert votre œuvre. Après, ça sera expliqué, On sent qu'il y a quelque chose. c'est arrivé, pourquoi est-ce que les gens, du coup, sont restreints à vivre sur cette sorte de pilier avec des archipels bricolés autour.
Donc l'univers, voilà, il est séparé en trois parties. En bas, vous avez la Terre, le ciel inférieur, avec ce pilier central, l'ombre éternelle, et au-dessus, vous avez le ciel supérieur, avec des créatures qui habitent, voilà, comme les séraphim, qui sont d'apparence de très grands dragons. Ils ont une apparence un petit peu, voilà. On en voit dans le tome 2. Voilà. À la fin du tome 1, on en voit. Dans le tome 1, d'accord. Et en fait, ça va être une lutte. Everdark, en fait, c'est pour vulgariser, c'est une lutte en fait pour la survie, parce que ce monde-là où ils évoluent, ce pilier est voué à s'effriter, à s'effondrer. Donc en fait, vous suivez Nier, on va dire, il a l'apparence d'un jeune homme qui, on va dire, sabote les chaudrons de Solaris. Les chaudrons sont en fait des dispositifs qui permettent de raffiner l'énergie des veilleurs. Les veilleurs sont d'anciennes divinités qui sont figées dans le décor, et cet empire, ce royaume a réussi à extraire l'énergie de ces anciennes divinités pour l'utiliser. Après, à des fins, on verra à quelle fin. Mais le héros juge que cette énergie est destructrice, et qu'on ne peut pas la contrôler par la science, on ne peut pas l'industrialiser en fait. Donc voilà, le héros lui s'oppose à leur idéologie. Et en fait, on va voir, en fait, moi ce que je veux, c'est que le lecteur se pose beaucoup de questions. Est-ce que la vision de Nier est la bonne? Solaris, ils font ça, c'est voilà, pour survivre en fait. Tout le monde essaie de survivre à sa façon. Certains ont des façons plus radicales que d'autres. Et là, j'aimerais bien savoir comment le lecteur, chez qui il va se positionner en fait. Donc c'est une lutte pour la survie, mais aussi, bien sûr, voilà, il y aura beaucoup de symbolique d'écologie, faire réfléchir les gens sur des thématiques en fait qui, on va dire, ben voilà, moi je vis à une époque où c'est sûr que l'écologie, le réchauffement climatique, ce genre de trucs, l'avenir de nos enfants, c'est un truc aussi que ce sera des thématiques que je travaillerai. Bien sûr, elles seront en sous-texte, en arrière-plan. Il y a une trame principale qui est ce qu'elle est. Mais voilà, j'ai travaillé plusieurs niveaux de lecture de façon à contenter vraiment tout le monde. On sent que pour chaque personnage, voire même chaque pays, hein, parce que c'est plusieurs pays, chacun en fait ont des raisons d'agir telles qu'ils agissent. Ils ont des raisons. Après, si elles sont bonnes ou pas, ça Ouais, sera à la encore, discrétion des lecteurs. Mais il y en a qui sont beaucoup plus radicaux que d'autres. Mais voilà, c'est Et c'est assez intéressant de savoir ce qui va se passer, hein. Je vais devoir lire le tome 3 dans le train, au retour. Alors en sachant que vous avez travaillé avec votre cousin, hein, Renaud Lemaire, euh, et qui est d'ailleurs aussi édité par Pika. Votre style graphique, est-ce que vous l'aviez avant de travailler avec Renaud ou est-ce que il est né durant ces années où vous avez été son assistant? bah en fait, moi, au début, avant de bosser sur Dreamland, mon style était un peu plus réaliste que le style que j'ai pour Everdark. Ouais. Après, quand j'ai présenté mon dossier aux éditeurs, parce qu'il n'y avait pas que Pika, j'avais fait le tour des éditeurs parisiens à l'époque, et pour ceux qui étaient en Belgique, j'avais envoyé les mails et tout. Enfin bref, j'avais essayé de trouver vraiment un style auquel je suis à l'aise, qui puisse être rapide, on va dire, en termes de production, parce que mine de rien, 200 pages tout seul, si je conservais mon style d'avant, plutôt réaliste, il y a beaucoup plus de traits, l'ancrage, crayon et tout, ça, j'aurais bien aimé, mais il y a un moment, il faut être réaliste. Si mon tome, je veux le sortir déjà, voilà, ne pas dépasser les 1 an, il va falloir trouver un style qui, moi, me plaît, que je me fasse plaisir, parce que il n'y a pas d'intérêt. Voilà, à l'époque, quand j'avais fait le tour des éditeurs, bah, ils n'avaient pas tous les mêmes souhaits. Il y en a certains qui voulaient vraiment que je modifie drastiquement mon design, et moi, ça me parlait pas trop. Bah, prenez un autre dessineur, en fait. Hmm. Et j'ai épuré un peu plus mes traits, mais après, ça reste quand même mon style à moi. Je me fais quand même bien plaisir sur les armures, les trucs comme ça. Je conserve un design bien shadé pour certains trucs. Mais après, sur Dreamland, je dirais pas que j'avais déjà mon style. Après, il y a des fois peut-être, c'est plus dans le storyboard que moi j'ai beaucoup appris avec Renaud. D'accord. Au niveau de la technique, après anatomie et tout, c'est pas, j'avais déjà mes bases, même si je suis pas encore, je me dis pas hyper fort. Certains niveaux des japonais, niveau anatomie, réalisme et tout, il y a pas de souci, j'ai encore beaucoup à apprendre, hein. Mais Dreamland, c'est plus au niveau storyboard, voilà, quand je voyais comment il découpait, comment il. Mais ça a été justement difficile à apprendre à découper les scènes comme dans un manga. Après, moi, quand des fois je lui posais des questions, bah, pourquoi cette scène-là et tout, bah, il m'expliquait. Et voilà, quand j'étais curieux, en fait, quand on a des lacunes et tout, bah, là, il faut surtout ce que je dis aux petits jeunes, restez curieux à tous les niveaux. Posez-vous tout le temps des questions. Pourquoi ça et tout, ça va vous aider dans votre travail. Mais oui, quand on sait pas quelque chose, eh ben, faut travailler dur pour essayer de maîtriser le truc. Et moi, j'ai jamais vécu ça comme des épreuves insurmontables. Je pars du principe que bon, ben, je vais analyser le truc, je vais travailler, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas si voilà quoi. Mais il faut le temps, c'est sûr. C'est un apprentissage qui peut être long. Et Dreamland, quand même, j'ai travaillé pas mal d'années dessus et Ouais. c'est clair. Peut-être qu'il y a des trucs que je me rends pas compte, mais qui m'ont. Je pense qu'Everdark n'aurait pas le niveau, le petit niveau. Après, le niveau, ce sera la discrétion des gens, mais
ça serait pas à ce niveau-là, en tout cas, si j'avais pas bossé sur Dreamland, clairement, clairement, hein. Narrativement, graphiquement aussi, je pense, pour certains trucs. Les plans de caméra, peut-être, il y a des trucs qui m'ont. Je pense que oui, qu'il y a des trucs qui m'ont inspiré. Après, ce sera plus au lecteur, des fois, à mettre le doigt sur cette case, ça me rappelle le découpage ou quoi. On verra ce qu'ils en pensent, mais clairement, oui, je suis bien content déjà d'avoir bossé dessus et merci à Renaud parce que j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, je pense, à beaucoup de niveaux. Mais un assistant, ça travaille beaucoup aussi, donc. Ouais, ouais, bah, même si j'étais à la trame et au décor, je voyais des storyboards passer et je regardais et mon œil déjà commençait à imprimer beaucoup de trucs, quoi. Mais vous avez été influencé par des auteurs japonais, américains? Moi, après, à différents niveaux, moi je sais que je suis de la génération Club Dorothée, donc le design, c'est vrai que l'influence a été par rapport à ce que je voyais dans l'animation japonaise, ce que le Club Dorothée avait acheté comme licence à l'époque. Donc il y a des trucs, bien sûr, moi, Dragon Ball m'a beaucoup inspiré. Oui, on le voit. Benir, voilà, il a la coupe un petit peu de Vegeta, même s'il a les cheveux un peu plus bordel, plus de mèches. Mais Akira Fudo, moi aussi, moi j'aime bien les bruns ténébreux et tout machin. Donc Akira Fudo, moi j'ai la première, j'ai racheté l'édition de Black Box de Devilman, là, la première qui est vraiment très très bien. C'était en 6 tomes, je crois. Et vraiment, ouais, c'est Gonagai, je suis fan, Leiji Matsumoto, vraiment fan. Vraiment, si je devais citer en créa japonaise, ce qui m'a vraiment inspiré après pour l'univers, vraiment les trucs de cœur. Il y a Galaxy Express, Ginga Tetsudo 39 de Leiji Matsumoto qui est là d'ailleurs. Ça, c'est Déjà, si je la sens, déjà, même pas pour une dédicace, mais pour lui dire merci. Peut-être que j'aurais pas lu Galaxy Express, ben, je ferais pas ça. Matsumoto, Gonagai, vraiment son œuvre, moi j'adore. Après, pour le découpage Dragon Ball, vraiment les découpages au niveau des combats, très nerveux et tout. Après, pour plus ce qui est en comics et tout, bah, moi vraiment, il y a certains mecs qui ancrent des. C'est vraiment la manière dont ils ont d'ancrer, moi, les comics, vraiment, au niveau de la technique et tout, je suis admiratif de certains illustrateurs et tout. Mais je suis curieux de tout, en roman aussi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont inspiré. Vraiment, je suis curieux de tout, moi je lis de tout. Oui, on dit aussi qu'il y a beaucoup d'influence de Berserk hein, dans Everdark. Berserk, j'adore aussi Kentaro Miura. Lui, techniquement, j'ai pas de mots. Enfin, vraiment, c'est contemplatif. Moi, j'aimerais. Enfin, là, Renault a ramené du Japon en fait des impressions où c'est plus grand que son format 14-19. Là, c'est un peu plus imprimé en plus grand. Et oui, il faut que c'est imprimé en plus grand. Berserk, c'est tellement beau. Même si maintenant il est passé en numérique, sur Cintiq. Il tombe dans le piège des toutes petites cases de mettre gavé de détails. Mais moi, j'aimerais que ce soit imprimé sur plus grand format. Berserk, oui, clairement, lui, au niveau de la technique, Kentaro Miura, c'est une série que je suis toujours, Berserk. C'est une des séries que je peux attendre, quelles que soient les années. Il y a un personnage qui, moi, m'a particulièrement marqué dès les premières pages, hein, c'est Dame Amelia. C'est un vrai choc visuel hein, du personnage pour moi, où je me suis dit que là, je n'étais pas en train de lire en fait un manga français. J'ai eu cette impression. Il n'y avait aucune différence pour moi entre un manga japonais et ce manga-là, Everdark. Et aussi, ça me rappelle d'ailleurs un autre manga qui s'appelle The Arms Peddler. On m'en a beaucoup parlé et il est sur ma liste. Là, j'ai pas eu le temps de je crois que je les prenne parce que c'est vrai qu'on me le cite. Vous êtes pas le premier à me le citer et alors que je l'ai jamais lu en fait. Je vois le design, j'ai vu des couves passer, mais déjà les couves j'avais aimé le design. Donc oui, c'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Mais alors, du coup, à quel moment vous avez dit ça y est, je peux me lancer seul dans l'aventure du manga? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Après, il y a un moment où il faut se lancer parce qu'on ne peut pas rester le tome 1. Vraiment, si Pika avait dit bon là, Roro, il est temps de sortir d'un tome 1 parce que j'ai vraiment mis le temps de le faire et j'étais jamais. À la base, je suis perfectionniste. Donc, le tome 1, maintenant, je le regarde, je le trouve dégueulasse. Quand je regarde déjà le tome 3, je me dis tiens, le tome 1, il y a des trucs, c'est pas possible. Parce que je crois qu'en plus, vous avez refait le manga lorsque vous l'avez édité, du coup, par rapport à ce que vous aviez déjà produit avant. Vous l'avez vraiment refait entièrement. Au niveau des visages, des têtes, des personnages. Bah après, quand il y a des réimpressions et qu'il y a eu des conneries de ma part, genre des fois des défauts, j'ai vu des trucs, bah, il y a une trame qui passe pas, il y a du moirage et tout, bah, là quand ça repart pour une réimpression, bah, on corrige les erreurs normales pour les prochains qui vont découvrir. Mais après, refaire, non, quand même pas. Au dernier moment, j'ai dû retoucher en urgence des cases où vraiment là, je me suis dit, ouais, là, les têtes sont mal calées, donc oui, des micro-retouches de dernière minute. Mais ouais, je sais que voilà, c'est vrai qu'on dit. Allez, ouais, Mathieu qui s'occupe de moi chez Pika, le pauvre, à chaque fois, il dit, ça suffit, Romain, on retouche plus rien et tout. Mais à un moment, voilà, on n'est jamais prêt, à un moment, il faut se lancer. Le premier tome ne sera jamais parfait, mais voilà, il est passé, maintenant, il faut avancer. Une fois que le premier est sorti, maintenant, il faut avancer. Ça sera jamais parfait, jamais. Et on n'est jamais prêt. Mais ce que je dis aux jeunes, faut pas avoir peur, il faut se lancer. Il faut se lancer et voilà, Dienne que pourra, mais il faut toujours faire de son mieux. Au niveau auquel vous êtes, ben, faites votre mieux.
Si ça marche pas, ben, vous aurez fait de votre mieux en tout cas, mais au moins allez-y à fond et n'ayez pas de regrets, quoi. Alors, d'où vient l'univers de Everdark, l'idée de Everdark? Alors à la base, parce que j'ai vieilli, des shonen j'en ai beaucoup lu, donc c'est pour ça que pour moi Everdark, en fait, je raconte mon histoire, mais ceux qui veulent y voir des éléments de shonen, pas de souci. Mais moi, à la base, je suis plus fan de Dark Fantasy. Donc Et au tout début de Everdark, vous ne saviez pas encore si vous alliez atteindre les 5 tomes, parce qu'il faut, voilà, faut que ça marche, il faut que ça se vende. Du coup, ça y est, c'est parti, vous allez pouvoir dépasser ces 5 tomes. voilà. Et plus on va avancer dans l'histoire, c'est une œuvre qui va grandir avec ses lecteurs. Donc quand on sera au tome, je sais pas combien, je me l'espère en tout cas. Eh ben oui, ça va grandir et potentiellement on va traiter de sujets plus matures. Visuellement, ça va peut-être être plus, voilà, plus mature aussi. Mais à la base, mon projet de base est seinen, carrément. Il n'était pas accessible à un jeune lectorat. Mais en tant que première œuvre pour un jeune auteur, voilà, d'un commun accord avec Pika, peut-être c'est plus judicieux voilà, de faire une première œuvre qui soit beaucoup plus accessible. Donc ça reste le même univers, les mêmes thématiques. J'ai juste mis le projecteur sur des persos différents. Donc voilà, c'est tellement, je n'aime pas me projeter très loin, mais déjà, Everdark, ça reste mon univers. Et si j'arrive à amener l'histoire là où je veux l'amener, potentiellement, si je suis pas trop vieux et que j'ai encore la force de dessiner, ben, je pourrais raccrocher les wagons avec mon projet de base. Ouais, ça serait un dérivé d'un univers donc plus vaste. C'est ça. Vous avez très peu de retours sur les validations? Fois que le storyboard a été validé par l'éditeur, mon équipe éditoriale, mais il me donne le feu vert pour m'attaquer aux pages, aux vraies pages. Donc, je vais avoir en fait, une fois que la phase storyboard est passée, ben, tous les lundis, c'est le planning maintenant qu'on s'est fixé, il va parfaitement. Ben, tous les lundis, j'envoie 10 pages minimum ancrées à l'éditeur et on avance comme ça. Donc, crayonné, ancrage en traditionnel. Je travaille encore en traditionnel pour l'ancrage, pas la Cintiq, je m'en sers, le numérique, je m'en sers que pour le tramage. Si j'avais du temps illimité, j'ai des vraies trames, je pourrais les poser, les découper, mais ça coûte cher de faire venir du Japon, des jolies trames, et ça prend beaucoup trop de temps à poser. Donc voilà, tous les lundis, 10 pages ancrées, voilà, crayonnées, ancrage, et une fois que toutes les pages sont ancrées, ben, on passe au tramage, et une fois que le tramage est terminé, ben, on va passer voilà, à la phase finale, envoyer le Word avec les textes, parce que voilà, sur le numérique, après, je fais mes bulles, mes onomatopées, les tourages et tout. On fait les textes, on fait les allers-retours avec les PDF, lecture, et après ça part voilà, en usine à la fab. Mais du coup, comment est-ce que tu travailles le processus créatif de chaque chapitre? Une fois que le storyboard est validé, après moi, voilà, on en discute si ils n'ont pas compris chez Picasso une certaine scène, ou alors ils me proposent des trucs. Ben là, pourquoi dans ce tome-là, bah, tu me mettrais pas en avant cette scène-là, il faudrait mettre ça et tout. Ben, on en discute. Je fais, ben, en fait, voilà, moi, si cette scène, ce climax arrive là maintenant, en fait, ça me fausse, ça me met dans la merde pour les scènes d'après. Donc, du moment que je le raconte sur la globalité et qu'ils voient en fait où je vais, ça les rassure. Après, c'est sûr que moi, je suis ouvert aux discussions. Là, clairement, voilà, pour le tome 4, il y a une petite scène, je dis qu'on m'a supposé, ah, ça serait bien que tu mettes cette scène-là. Après, j'ai réfléchi, est-ce que ça, moi, va pas trop me prendre de page sur la narration principale et est-ce que le lecteur va avoir plaisir à lire cette scène, est-ce qu'elle est judicieuse et tout. Après, je pensais, ouais, c'est vrai que ça serait pas con, tu vois. Je peux mettre ça, je pense, oui, ça serait pas mal. Donc, ouais, je vais inclure cette petite scène, ça serait cool et tout. Donc, on en discute, mais après, voilà, moi, j'ai ma narration principale, mais après, s'ils ont des idées, bah, ils me disent. Si ça peut s'inclure dans la narration principale sans me mettre après dans le caca pour la suite, moi, on peut en discuter, pas de souci, quoi. Mais sur la trame principale, l'histoire des persos, comment est-ce ils évoluent, ce qu'ils doivent accomplir, là, peut-être ça serait plus temps d'axe, ou alors il faudrait vraiment que ça embellisse la narration sur le long terme. C'est vrai que sur ce que doivent accomplir les persos, la narration, les grands points ouais, les points névralgiques de l'histoire, là en général, ouais, si on doit retoucher des trucs, faut vraiment, faudrait voir quoi. Là, je sais pas encore, mais voilà, l'éditeur, lui, il regarde toujours les chiffres sur les 3 premiers. Donc là, le 3, il est sorti le 3 juillet. Oui, Donc c'est un peu juste. voilà. Donc on va voir. Si les 3 premiers, l'éditeur il me donne le feu vert, ben là, écoute, gros, nous, on est content. On te signe au-delà du 5, c'est tout ce que j'attends. Donc moi, chaque tome, je les travaille vraiment à fond. Moi, bien sûr, mon univers est tellement vaste que moi, je fais tout pour aller au-delà de 5 tomes, clairement. Bah oui, moi, mon premier arc, les gens me demandent, ah, ton premier arc, combien? Bah moi, mon premier arc, vu ce que j'ai déjà raconté, là je suis au storyboard du tome 4, et vu où j'en suis, et ce que je dois raconter dans l'arc Solaris, qui est la première mini-aventure, ben, ouais, entre 10 et 15. Et encore, je dis ça, et ça se trouve, quand je serai au storyboard, je me l'espère, hein, parce qu'après, si on me dit, ben là, on arrête au 5, je suis, ah, ben, je serais dégoûté, mais j'espère aller au-delà.
Ben voilà, ça se trouve au tome 10, je serais pas là où je voudrais être. Si on n'a pas tout storyboardé à l'avance, en fait, faut pas vous dire je vais faire tant de tomes pile poil, c'est pas possible. Et c'est contre-productif de travailler comme ça parce que vous storyboardez, on va dire, 3 tomes et vous les revoyez plusieurs mois après, ben il y a des trucs, ça vous va plus déjà. Faut retravailler, ramener les scènes différemment. Ouais. C'est pas productif de travailler comme ça. Donc moi, c'est au tome. Et après, même si je sais où je vais, voilà, un storyboard, faut se dire aussi qu'il y a la limitation de pages. Moi aussi, je me tiens à pas dépasser 200 pages. Parce que si je dépasse, même si Pika m'y autorise, là on se dit il faut pas dépasser les 200 pages parce qu'après, mine de rien, regardez Tony, il a l'intelligence de bosser, voilà, il fait comme les Japs, des chapitres, des tomes, ils font, les Radiantes sont, voilà, ils sont comme les Shonen Jap, ils doivent faire 180 pages, je pense, à peu près. Mais mine de rien, 20 pages de moins en termes de créa, vous les sentez passer, quoi. Et il te sort ces tomes très très vite, Tony. Et il a raison de fonctionner comme ça, donc les tomes sortent vraiment très très vite. Donc si moi je dépasse en termes de prod, c'est pas le but que les gens attendent plus d'1 an. C'est pas ce que je veux en fait. Donc faut non plus, voilà. Et des fois, je suis embêté. Le tome 3, j'ai touché du bois quand mon storyboard, il a fini à la 199, et ben ça se finissait comme je voulais. J'ai pas eu à redécouper mon storyboard et à réagencer mes. Et là, j'étais content. Donc j'espère pour le 4, j'aurais pas à tout redécouper, que je dépasserai pas les 200 parce qu'en général, je dépasse. Ouais. Dans le 2, c'était une galère, j'ai dû redécouper des scènes pour finir là où je voulais. Mais voilà, c'est aussi une rigueur et il faut s'adapter au format et pas dépasser pour qu'il y ait une régularité au niveau des tomes et pour que les gens et les lecteurs n'aient pas à attendre trop longtemps, quoi. Vous imaginez que l'univers de Everdark se développe en light novel, en roman, en d'autres mangas alternatifs peut-être? Enfin, si vous pouvez continuer, hein, s'il n'y a pas de souci, bien entendu. Moi, je suis ouvert à tout, hein, mais c'est juste que moi, mon temps à moi, déjà, 100% de mon temps est pris pour la créa. Du format de 100 pages, voilà, de faire ma BD. Donc, si des gens après me proposent, si quelqu'un me dit, bah là, Romain, ça serait bien de travailler l'univers, de faire autre chose avec l'univers Everdark, bah, pas de souci, moi je suis ouvert à tout. Après, voilà, faut que ce soit quand même que je sois derrière, que je regarde ce qui se fait. Mais moi, je suis ouvert à tout. Après, là, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Il faut déjà que le tome de base fonctionne. Et après, si ça fonctionne, que la série est en place, que je amène l'histoire là où je veux l'amener et qu'on va bien au-delà de 5 tomes, et c'est ce que je travaille dur pour ça et c'est ce que je veux. Et ben là, après, on pourra rediscuter de l'avenir d'Everdark et d'élargir l'univers avec différents médias. Mais pas de souci, moi je suis ouvert à tout, je suis pas fermé à rien. Donc, Eh bien, merci Romain Lemaire. merci à vous, hein. J'ai une dernière question dans la pure tradition de nos interviews. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre meilleur manga et votre meilleur animé de tous les temps? Oh, c'est trop dur, c'est trop dur. Ben, manga, moi, mon manga de cœur, c'est Ginga Tetsudo 39, Galaxy Express 999. Ouais. C'est vrai qu'on connaît Matsumoto plus pour Harlock, mais moi, c'est vrai que C'est toi. voilà, j'adore, c'est vraiment mon manga de cœur. Animation, ouah, c'est dur. Après, moi, j'adore ce que fait le studio Gainax, Trigger, Madhouse. Enfin, il y en a tellement qui font de la bonne animation. C'est très très dur, hein. Mais moi, j'aime bien, voilà, une animation à la Gurren Lagann et tout, ce genre de truc. Ouais. La Kill, c'est vrai que l'animation. Peut-être. Mais c'est compliqué, hein, l'animation. Ouais, voilà, vraiment pour le délire et la qualité d'animation, Ouais. enfin, vraiment, et là où ça part, moi j'aime bien vraiment ce qui sort de l'ordinaire et là où visuellement ça va impacter la rétine, donc ouais, tout ce que fait en général Gainax, j'aime bien, mais Kill la Kill, c'est, que je dis pas de conneries, c'est quel studio qui avait fait? C'est C'est Trigger, je crois. Oui, c'est Trigger. Ouais, il y avait, comment ça s'appelait déjà, ce qu'avait fait Studio Gainax avec, sur le scooter là, avec Fooly Cooly. Fooly Cooly, ouais, ça j'aime bien aussi. Mais voilà, après, Qui est foufou. ce qui est foufou, ouais, ce qui est audacieux visuellement, voilà. Eh bien, merci Romain Lemaire. Ben, merci à vous. Je vous rappelle que Everdark sort chez Pika Édition. Le tome 3 vient de sortir, on est en juillet. Et on vous dit à très bientôt sur Radio Anime. Ben, merci beaucoup et à bientôt.